Chers adhérents, merci de venir nombreux pour cette conférence sur le thème de l'Europe qui a toujours du succès chaque année. Aujourd'hui, donc, nous recevons Monsieur Maurice Zilberberg, qui a fréquenté les couloirs de l'Europe pendant de nombreuses années à Bruxelles et qui va nous parler aujourd'hui de l'Union européenne au défi du Brexit et de la pandémie. Mon cher Maurice, c'est à vous. Merci, mon cher Pierre. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous retrouver, quoique les conditions soient un petit peu spéciales. Le virtuel, c'est bien, mais on va faire avec. Donc, l'idée de cette intervention, c'est de regarder quel est l'état de l'Union européenne confrontée à l'épisode navrant du Brexit et au choc redoutable de la pandémie. J'essaierai à titre personnel, d'en tirer un certain nombre de conclusions pour savoir si l'Union européenne s'est affaiblie, s'est renforcée, et en tout cas si on peut considérer que d'ores et déjà, des choses concrètes peuvent être dites sur la situation d'actualité. Avant de commencer, je voudrais, parce que j'imagine que vous ne la fréquentez pas tous quotidiennement, la nouvelle Commission européenne qui a été élue en 2019 et qui a donc une mandature qui va jusqu'en 2024 avec Madame Ursula von der Leyen comme présidente. Vous avez ici les vice-présidents et vice-présidentes, et vous avez ici les 18 commissaires qui sont en quelque sorte les ministres de la gouvernance de l'Union européenne, parmi lesquels Thierry Breton, chargé du marché intérieur, autrement dit de toute la problématique des relations commerciales notamment et de la production industrielle, est depuis quelques jours devenu Monsieur Vaccin. Figurez-vous que Monsieur Vaccin, c'est en quelque sorte à la vaccination ce qu'était Monsieur Barnier au Brexit. Et on verra quel est son rôle et quel type d'intervention il est chargé de faire désormais pour le compte de l'Union européenne. Quelques mots également de Madame Margrethe Vestager, qui était à l'origine chargée du numérique, lequel numérique est passé dans le portefeuille de Monsieur Breton, mais ils vont intervenir tous les deux sur toute la problématique numérique dont on verra l'importance. J'en viens maintenant au cœur du sujet qui nous occupe, c'est-à-dire qu'au sein du programme qui a été présenté par la Commission européenne fin 2019, parce que je passe sur l'épisode de plusieurs mois entre la désignation par le Conseil européen de Madame Ursula von der Leyen et sa confirmation par le Parlement européen. Il y a eu des discussions un petit peu alambiquées. C'est à cette occasion d'ailleurs que M. Thierry Breton a remplacé Mme Goulard, qui n'a pas été retenue par la Commission, par le Parlement européen. Donc, extrait du programme de la Commission européenne, vous avez ici les 6 priorités qui ont été fixées comme étant les dossiers phares à gérer par l'Union européenne. Et puis, évidemment, en arrière-fond, si je puis dire, la problématique du Brexit. Et d'ailleurs, on va commencer par ça. Vous avez là le résumé, si je puis dire, du feuilleton du Brexit qui a duré 4 ans et demi, en partant du référendum du 23 juin 2016, à l'issue duquel les Britanniques ont voté majoritairement
On verra dans quelles conditions d'ailleurs, parce que c'est une majorité, on va dire, à géométrie variable. Donc, les Britanniques ont voté pour la sortie de l'Union européenne le 23 juin 2016. Et après tout un tas de péripéties résumées ici, on est arrivé à un accord dit de sortie de l'Union européenne, qui est en fait un accord de libre-échange avec d'autres dispositions concernant des domaines différents du seul commerce. Cet accord gère désormais, depuis le 1er janvier 2021, les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Alors, qu'est-ce qu'il dit, cet accord? Il dit un certain nombre de choses classiques sur le commerce. Il dit des choses moins classiques en termes de concurrence. Le but de l'Union européenne ayant été de veiller à ce que la menace qu'avait fait planer l'excellent Johnson, Premier ministre britannique, d'inventer une sorte de Singapour, c'est-à-dire un paradis fiscal aux portes de l'Union européenne, eh bien, les termes de l'accord précisent de façon tout à fait claire que le Royaume-Uni s'engage à ne pas faire de dumping social, à respecter les normes de l'Union européenne, bref, à s'aligner sur la politique commerciale de l'Union européenne pour ne pas lui faire une concurrence déloyale. Un sujet dont les médias ont adoré parler, c'est la pêche. Alors, il faut savoir que la pêche, sur le plan concret, dans la production britannique, ça représente 0,1%. Donc, ça pèse très peu, mais sur le plan symbolique, Boris Johnson voulait absolument que le Royaume-Uni récupère en totalité la possibilité de pêcher dans ses eaux territoriales retrouvées. L'accord est une sorte de compromis qui ne fait pas évidemment plaisir aux marins européens, dont français, mais c'est un moindre mal par rapport à ce que voulait le Royaume-Uni. Donc concrètement, on accepte de renoncer à 25% des quotas de pêche dans les eaux territoriales britanniques, et on est d'accord sur ce pourcentage pendant les 5 ans et demi qui viennent, à l'issue desquels la chose sera rediscutée. En termes de sécurité, on maintient la relation des services de police et judiciaires pour continuer à collaborer dans le domaine de la criminalité et du terrorisme notamment. Sur la circulation des personnes, eh bien, le Royaume-Uni devient un pays étranger. Par conséquent, on retrouve la nécessité au moins d'une carte d'identité pour les voyages ordinaires, le passeport éventuellement, les visas au-delà d'un séjour de 3 mois, etc., etc. Et puis, alors, c'est un peu marginal sur cet accord qui d'ailleurs fait 1300 pages. Donc, je ne les ai pas lus, hein, je vous le dis tout de suite. Erasmus. Le Royaume-Uni a décidé de quitter Erasmus sous prétexte de coûts exorbitants, ce qui est absolument exagéré. Toujours est-il que le Royaume-Uni se prive d'un domaine universitaire qui a eu beaucoup de succès, qui marche très bien et qui est une fabrication européenne dont on peut tous se louer. À noter que la finance et l'ensemble des services financiers ne font pas partie de l'accord de libre-échange. Ça veut dire que la City, comme on dit, de Londres, ne peut plus vendre ses produits financiers sur le territoire de l'Union européenne, ou à tout le moins avec des lourdeurs administratives et des taxes tout à fait préjudiciables à ce marché, à telle enseigne d'ailleurs que d'ores et déjà, le Royaume-Uni a perdu, et Londres, et la City de Londres a perdu sa première place qu'elle avait en Europe au profit d'Amsterdam. Première conséquence fâcheuse, visible, concrète
de la folie du Brexit. Et puis, autour de la difficile question irlandaise, qui a fait l'objet d'un bras de fer pendant plus de 3 mois avant d'aboutir à l'accord du 24 décembre 2020, eh bien, là aussi, on est dans une difficulté majeure. De quoi s'agit-il? Si on regarde la carte de près, alors précisons d'abord que, comme vous le voyez ici à gauche, le résultat du référendum de 2016 a donné majoritairement le Brexit dans le territoire qui est en jaune, c'est-à-dire la seule Angleterre, moins d'ailleurs l'agglomération de Londres. En Irlande du Nord, on avait voté majoritairement pour le maintien dans l'Union européenne, de même qu'en Écosse, avec un score d'ailleurs frisant 70%. D'où évidemment les tensions engendrées par le Brexit dans ce qu'il est convenu encore d'appeler le Royaume-Uni, mais qui risque bien d'être à terme plutôt désuni, puisque l'Écosse est probablement engagée, malgré la résistance de Londres, dans une démarche indépendantiste, et que, éventuellement, l'Irlande du Nord pourrait y songer en imaginant la réunification avec la République d'Irlande. Bref, la grosse difficulté qui a été discutée et finalement sanctionnée dans l'accord par un compromis difficilement acceptable pour les Irlandais du Nord, c'est que pour éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord qui appartient au Royaume-Uni et la République d'Irlande qui demeure dans l'Union européenne, donc pour éviter le retour de cette frontière physique qui aurait à nouveau engendré des difficultés majeures entre les deux Irlandes, eh bien, on a inventé le maintien de l'Irlande du Nord dans le marché commun, dans le marché unique européen, avec en quelque sorte le déport d'une frontière virtuelle entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Ça veut dire que tout ce qui transite par l'Irlande du Nord donne à l'Irlande du Nord un statut hybride de maintien dans l'Union européenne d'une part, et qui la coupe un petit peu du Royaume-Uni, à telle enseigne que les fonctionnaires britanniques étant chargés du contrôle des marchandises sont dans une situation qui n'a été absolument pas préparée, avec des embouteillages épouvantables de marchandises, de camions, idem ici d'ailleurs. Bref, le Royaume-Uni n'ayant vraiment pas préparé très sérieusement cette perspective, il se trouve que parmi les motifs de fâcherie qui persistent, il y a une décision qui a été prise il y a quelques jours par M. Johnson et qui consiste à dire on va suspendre momentanément les contrôles en attendant d'être un peu mieux préparé à cette perspective. D'où un bras de fer nouveau sur cette question, agrémenté d'une autre difficulté d'ailleurs, puisque M. Johnson a cru malin de ne pas vouloir donner aux représentants de l'Union européenne à Londres le statut d'ambassadeur. Tout ça donne des relations qui ne sont pas au beau fixe, et on peut prévoir que les négociations qui vont continuer à se faire pour conforter ces relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne n'ont pas fini de faire des difficultés de toutes sortes. Voilà pour le Brexit. Alors, on peut dire d'ores et déjà que non seulement le Royaume-Uni n'est pas gagnant dans cette histoire, mais il a fini par accepter ce que Johnson ne voulait pas, c'est-à-dire respecter les normes européennes et ne pas pouvoir fabriquer un paradis fiscal. L'Union européenne subit évidemment un certain nombre d'inconvénients de la sortie du Royaume-Uni, mais à titre personnel, j'aurais tendance à dire, au fond, par rapport à cet événement-là, l'Union européenne en sort plutôt renforcée, ne serait-ce que parce que
tous ceux qui en Europe avaient des velléités identiques à celles des Britanniques ont pu constater que ça avait beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Venons-en maintenant aux 6 priorités dans lesquelles je vais piocher un certain nombre de dossiers pour illustrer des avancées concrètes ou des événements significatifs de la situation actuelle de l'Union européenne. À commencer par le pacte vert. Alors, de quoi s'agit-il? Dans la lignée de l'accord de Paris de 2015, signé par 195 pays, hein, c'est-à-dire la quasi-totalité des pays de la planète, en tout cas les pays adhérents à l'ONU. Dans cette lignée, donc, l'Union européenne s'est engagée dans une démarche qui se veut encore plus efficace que la moyenne et qui a fait l'objet, dès le 4 mars 2020, d'une proposition de loi sur le climat avec des engagements qu'on peut résumer en termes très simples par un objectif de neutralité climatique d'ici 2050. Autrement dit, de faire du continent européen le premier continent neutre en termes de neutralité climatique. Cet objectif, il passe par une étape intermédiaire de 2030. La proposition de la Commission, c'est de réduction des émissions de CO2 à 55%. Le Parlement, de son côté, voudrait la porter à 60%. Les discussions sont toujours en cours. Toujours est-il qu'on est sur des objectifs très forts qui supposent d'avoir des actions de toutes sortes sur l'économie circulaire, c'est-à-dire l'économie qui n'engendre pas comment dirais-je, de persécution de la planète, si je puis dire, donc des technologies propres. Et puis, j'allais dire accessoirement, ce n'est pas accessoire du tout, une partie de l'activité de la Banque européenne d'investissement visant le climat, c'est-à-dire l'apport de finances aux activités qui sont capables d'aller vers le pacte vert européen. Donc, ces engagements-là sont des engagements très forts qui ont commencé à être pris dans certains domaines qui sont visés par l'objectif de neutralité climatique. Pour l'instant, on ne peut pas donner d'exemple très concret, mais l'engagement de la loi va être manifestement relativement puissant. Sur l'économie au service des personnes. Alors là-dedans, on y trouve notamment un projet qui a été concrétisé après un accouchement extrêmement difficile et qui est ce qu'on appelle en français le plan de relance européen. Alors ça s'appelle officiellement Next Generation European Union. Au passage, soulignons que la première langue officielle de l'Union européenne reste l'anglais, bien que les Britanniques nous aient quittés. Enfin, l'influence de l'anglais, ce n'est pas un phénomène purement européen. Bref, ce plan de relance européen, il a été discuté dans des conditions extrêmement difficiles, puisque au départ, il était question pour ces 750 milliards d'euros d'avoir une partie de subvention de 500 milliards et une partie de prêt de 250 milliards. Mais les États membres dits frugaux, c'est-à-dire très concrètement l'Autriche, le Danemark, la Suède et surtout les Pays-Bas, ne voulaient pas que les subventions soient majoritaires dans le dispositif. Le compromis qui a été trouvé, c'est donc 390 milliards de subventions, c'est-à-dire
non remboursables et 360 milliards de prêts. Le principe de ce plan de relance, c'est une répartition dans les États membres. Vous avez à gauche ici l'ensemble des États membres, une répartition donc proportionnelle aux difficultés économiques et sociales de l'impact de la pandémie. Alors vous voyez que le pays le plus touché est donc celui susceptible d'avoir la subvention la plus forte, c'est l'Italie. Et en troisième position, on y trouve la France. J'en profite pour dire que le plan français, puisqu'il y a un plan de relance français à hauteur de 100 milliards, sera donc doté à hauteur de presque 40 milliards par l'Union européenne. Ne l'oublions pas. Le principe de ce plan de relance, c'est qu'il est temporaire. Il vise à résoudre, autant que faire se peut, l'impact de la crise sanitaire sur les économies européennes. Et il est flanqué de 3 critères tout à fait importants. Le premier critère, c'est la flexibilité. La flexibilité, ça veut dire qu'on adapte les financements à la situation réelle. Et pour ce faire, c'est-à-dire pour arriver à la distribution des subventions, on invite les pays membres à faire remonter l'ensemble des éléments dont ils disposent pour démontrer la situation dans laquelle ils prétendent se trouver. Et cette flexibilité, elle sera ensuite adaptable dans les années qui viennent. Donc les montants qui sont ici sont les montants estimés et pas forcément définitifs. Ils seront définitifs quand les pays auront apporté, ils ont jusqu'au mois d'avril, pour faire remonter leurs desiderata. Le deuxième critère est un critère très important, c'est l'état de droit. Pour la première fois, on est arrivé à un compromis consistant à conditionner la distribution des subventions en fonction du respect par les États membres de l'état de droit, c'est-à-dire les valeurs européennes sur lesquelles je reviendrai et dont on dira quelques mots. Alors évidemment, ça n'a pas fait plaisir, notamment à la Hongrie et à la Pologne, qui dans un premier temps ont opposé leur veto. Donc on a eu un bras de fer, un de plus, avec la Hongrie et la Pologne, qui ne voulaient pas entendre parler de ce conditionnement. Alors ils ont fini par accepter, parce que d'une part, ils se tiraient une balle dans le pied parce qu'ils se privaient des subventions, et ils en ont bien besoin. Et d'autre part, parce qu'on leur a vendu qu'ils auraient un recours devant la Cour européenne de justice en cas de refus de subvention à leur égard. Et comme ils savent que la durée moyenne de décision rendue par la Cour de justice européenne n'est pas de 8 jours, mais plutôt de quelques mois, eh bien, ils se disent qu'entre-temps, ils auront pu toucher les subventions. Bref, tout ça est une histoire de marchand de tapis, mais ce qu'il faut retenir d'important, c'est que désormais, en Europe, la Commission s'est dotée d'un instrument de vérification de l'état de droit conditionnant l'allocation des subventions. Et puis, troisième critère, les nouvelles ressources propres. Puisque la grande nouveauté, et on a parlé à cet égard d'avancée fédérale, c'est que l'Union européenne, désormais, emprunte directement sur les marchés sans passer par les États membres. Alors, on parle d'avancée fédérale puisque on n'est plus sur une décision du Conseil européen rassemblant les chefs d'État et de gouvernement, mais d'une décision directe de la gouvernance européenne, c'est-à-dire la Commission. Et quand on parle de nouvelles ressources propres, on veut dire que on va imaginer, et on a commencé à imaginer, que ces ressources vont être constituées de taxes sur le carbone, de taxes sur le numérique, etc., etc. Autrement dit, pour contribuer au pacte vert européen dont j'ai parlé à l'instant. J'y reviendrai à la taxe numérique parce que c'est une affaire de longue haleine et qui n'a pas qu'une dimension européenne.
Et puis, vous avez en bas, puisque là, on est sur du temporaire visant à régler l'impact de la crise sanitaire. En bas, vous avez ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire le budget ordinaire de l'Union européenne. Alors, la particularité de ce budget, c'est qu'il n'est pas voté pour un an, il est voté pour plusieurs années, en l'occurrence la période 2021-2027. C'est-à-dire que ça va au-delà de la mandature en cours. Alors, c'est un peu compliqué, mais ça permet de faire le lien entre les mandatures et de ne pas remettre en cause du jour au lendemain les budgets. Vous voyez que le budget ordinaire, il est d'un peu plus de 1 000 milliards d'euros pour la période, avec donc intégré les 750 milliards de subventions et de prêts. Autrement dit encore, on est sur près de 2 000 milliards engagés par l'Union européenne. Alors, ça paraît des chiffres très importants, mais si on les compare aux États-Unis d'Amérique, par exemple, on s'aperçoit que le budget de l'Union européenne, il n'est que de 1% des ressources des États membres. Alors qu'aux États-Unis d'Amérique, la dimension fédérale permet pour l'État fédéral américain de disposer de près de 20% des ressources américaines. Donc, on est encore loin d'avoir des budgets très, très, très significatifs. Voilà pour le plan de relance. Alors, ce plan de relance, il n'a pas été fait au hasard. Il a été fait parce que l'Union européenne, comme le monde entier, subit les conséquences redoutables de la crise sanitaire. Alors, à ce propos, parlons de l'Europe de la santé et parlons d'un plan européen de la santé, d'une part, et puis surtout, parlons de la gestion de la crise sanitaire. Alors, vu par les lorgnettes des médias français, par exemple, ce sujet, il fait l'objet de commentaires tout à fait négatifs, en reprochant les retards, voire même l'incompétence, les difficultés d'approvisionnement, etc., etc. Alors, mettons les choses au point. D'abord, avant la crise sanitaire, en termes de compétences, l'Union européenne n'avait strictement aucune compétence dans le domaine de la santé, sauf un petit pouvoir d'information des États membres, sans aucune capacité opérationnelle. Que s'est-il passé? La France et l'Allemagne notamment, qui auraient pu choisir, comme d'autres États membres de l'Union européenne, de gérer elles-mêmes au niveau national la crise sanitaire, eh bien, donc encore une fois, et j'insiste là-dessus, sur recommandation de la France et de l'Allemagne, il a été décidé de confier la gestion sanitaire au niveau européen pour plusieurs raisons. La première étant ce que j'ai mis ici, c'est-à-dire le choix solidaire et multilatéral. Pourquoi? Parce que, et l'Allemagne a été tout à fait à l'origine de cette démarche, parce que si chacun des pays européens avait géré immédiatement, comme l'a fait le Royaume-Uni, sa crise sanitaire, on serait dans la foire d'empoigne avec les laboratoires, on serait dans les pays riches ayant évidemment beaucoup plus de facilité à obtenir les vaccins, etc., etc. Ce n'est pas la démarche qui a été choisie. Cette démarche, elle a consisté à dire confions à la Commission européenne cette question sanitaire de façon à être solidaire avec les petits pays et pas seulement solidaire avec les États membres de l'Union européenne, mais solidaire avec le monde entier. À cette occasion, Madame von der Leyen a dit quelque chose de tout à fait magnifique. Elle a dit l'Europe ne sera à l'abri que quand le monde entier sera à l'abri. Alors, M. Johnson, il peut évidemment pavoiser en disant « Moi, au Royaume-Uni, j'ai vacciné beaucoup plus rapidement ma population britannique et vous voyez que le Brexit, finalement, c'est une bonne chose. » Sauf que M. Johnson
s'en tient uniquement à la population britannique. Ces usines ne sont absolument pas ouvertes à la distribution au reste du monde. Et d'autre part, il a, comme les États-Unis d'ailleurs, absolument pas discuté le prix des vaccins ni les conditions juridiques impliquant la responsabilité des fabricants de vaccins. Car au niveau de l'Union européenne, et évidemment c'est pour ça qu'on a pris du retard, on a d'une part discuté les prix, c'est-à-dire que le vaccin en Europe, enfin dans l'Union européenne plus exactement, coûte moitié moins cher que ce qui est prévu par les États-Unis d'Amérique et encore moins cher que ce que paye M. Johnson sur le budget britannique. Et d'autre part, on est bien sur une démarche multilatérale, c'est-à-dire qu'une partie significative de ce qui a été prévu par l'Union européenne va dans les pays tiers, et notamment dans les pays d'Afrique, et notamment dans les pays d'Extrême-Orient, de Moyen-Orient, pardon. Donc, on peut évidemment dénoncer le retard. On peut dire que les officines françaises, notamment, se plaignent de ne pas avoir les vaccins pour vacciner la population. Si on a en tête que ce retard, qui va être rattrapé, puisque le monsieur vaccin que vous retrouvez ici a la charge et il ne passe pas pour un faible, monsieur Breton, il a la charge de mettre sous pression les laboratoires européens, il a la charge de faire en sorte que toute la chaîne de production des vaccins soit au maximum en présence sur le territoire européen et il va tenir l'engagement qui a été pris par l'Union européenne de vacciner la totalité de la population européenne d'ici l'été 2021. Alors, on est dans cette période un peu intermédiaire où on peut en effet taper sur les autorités européennes, mais ayez en tête que si on veut ne pas avoir une planète finalement submergée par une pandémie parce qu'on se sera vacciné dans son coin, mais on n'aura pas pensé que les autres existent aussi, je crois qu'on peut saluer la démarche de l'Union européenne. Dans le plan d'ailleurs de santé qui est désormais en vigueur et qui va donc concerner la période de 2021 à 2027, la discussion est en cours entre la Commission et le Parlement et on va probablement sur un budget sanitaire multiplié par 20. Donc l'Europe se dote vraiment des moyens de coordonner l'action des États membres et de faire en sorte qu'il n'y ait pas la débandade dans laquelle on est quelque part encore, puisque, hélas, on voit des pays qui ferment leurs frontières sans trop consulter la Commission, on voit des pays qui achètent d'autres vaccins malgré l'engagement de solidarité entre les États membres, mais j'espère que tout cela va s'estomper au fil du temps, puisque l'autorité est désormais entre les mains de la Commission européenne. Un mot sur le passeport vaccinal. Alors, on fait beaucoup de commentaires là-dessus, il y a beaucoup de polémiques. De quoi s'agit-il? Alors, c'est une demande qui a été à l'origine formulée par les pays touristiques en Europe, c'est-à-dire notamment la Grèce, qui aimerait bien que, évidemment, les touristes reviennent à flot. Et pour cela, on a imaginé que toute personne vaccinée pourrait disposer d'un papier, alors on appelle ça passeport, on appelle ça certificat de vaccination. Pour l'instant, on n'envisage pas de généraliser la formule tant qu'on n'est pas dans une démarche qui serait une démarche discriminatoire, puisqu'en l'état actuel des choses, nombre de populations des États membres ne sont pas vaccinés, non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'on n'a pas les vaccins, eh bien, ce n'est pas forcément très juste de doter d'un passeport ceux qui ont la chance d'avoir pu avoir un vaccin. Voilà pour la question sanitaire. Sur maintenant
l'objectif d'une Europe adaptée à l'ère du numérique. De quoi s'agit-il? La première constatation qui a été faite par Madame van der Leyen est de dire trop tard pour l'Europe de disposer de ce qu'on appelle les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Alors, on oublie régulièrement Microsoft, qui fait partie un peu de la bande, mais dans ce cas-là, on parle d'ailleurs de GAFAM. Enfin, toujours est-il que 90% de la gestion numérique dans le monde est une gestion GAFA, donc une gestion américaine. Très concrètement et très positivement, Madame van der Leyen a dit, bon, on a perdu cette guerre-là, mais ce n'est pas une raison pour abandonner la souveraineté technologique et les normes européennes. Ce n'est pas une raison pour ne pas s'attaquer à la problématique de l'intelligence artificielle qui est en train de s'installer petit à petit dans toute la production mondiale. Ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas nécessaire d'encadrer l'utilisation de big data, c'est-à-dire les immenses données dont disposent ces grandes entreprises du numérique. Et puis, ce n'est pas non plus une raison pour laisser la fiscalité dériver complètement et qu'une évasion fiscale très, très importante préjudicie les États membres de l'Union européenne. Donc, étant par ailleurs entendu qu'il faut renforcer la protection des utilisateurs, dans la lignée du RGDP, ou PD, pardon, c'est-à-dire le règlement général de la protection des données qui est en vigueur depuis 2018 et qui est un vrai succès. Alors, on a dit au départ, oh là là, c'est trop lourd, ça ne marchera pas. Ça marche très bien, à telle enseigne que les États-Unis d'Amérique songent à faire la même chose. Donc, le renforcement de la protection des utilisateurs doit s'imposer, quelles que soient les velléités impérialistes des GAFA. Quant à la taxe numérique, celle qui consiste à véritablement obtenir de ces entreprises la proportionnalité en termes d'impôts de leur activité réelle, ce qui n'est pas le cas du tout actuellement, eh bien, l'objectif de la Commission européenne, c'est de dire, si je ne trouve pas d'accord mondial au niveau de l'OCDE, eh bien, je le ferai en Europe. Et ce qui était impossible à envisager au niveau mondial pendant la parenthèse malheureuse de l'excellent Donald Trump est désormais à nouveau envisageable avec la nouvelle administration américaine. Donc l'idée, c'est dans les mois qui viennent, voire même les semaines, soit d'obtenir un accord au niveau de l'OCDE, soit de le pratiquer directement dans l'Union européenne. Et par ailleurs, pour que nos jeunes populations soient adaptées à l'ère numérique, le plan d'action prévoit aussi l'éducation au numérique, c'est-à-dire faire en sorte que les jeunes soient formés aux nouveaux métiers qui émergent dans le cadre de ces activités-là. Et on a donc décidé de booster le budget réservé dans Erasmus. Et pour parenthèse, le Royaume-Uni se prive donc de cette perspective. Et enfin, 2 mots sur des propositions qui ont été faites conjointement par Madame Vestager, qui supervise, on va dire, le numérique, qui est désormais dans le portefeuille de Monsieur Breton. Ils ont fait 2 propositions en décembre dernier de loi, de directive dans le jargon européen. Donc 2 lois, en anglais, je suis désolé, mais c'est comme ça. DSA, pour faire simple, et DMA, ce sont 2 règlements qui prévoient d'une part l'obligation pour les entreprises du numérique de la médiation pour empêcher la propagation de cochonneries sur les réseaux sociaux. Quand je dis cochonneries, c'est au sens large, y compris la désinformation, la propagande, le racisme, etc.
et le DMA, qui est un règlement qui vise à sanctionner les entreprises qui ne respectent pas un certain nombre de critères dans leur activité, avec des sanctions envisagées très lourdes qui peuvent aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires. 10% du chiffre d'affaires, pas du bénéfice. Et ces perspectives sont prises très au sérieux par les GAFA parce que Madame Vestager ne passe pas pour une plaisanterie ou une plaisanteresse, puisqu'elle a déjà été championne dans la mandature précédente des amendes infligées notamment à Google pour des montants à hauteur de presque 10 milliards d'euros. Donc, on est bien là dans une perspective très volontariste qui peut donner des résultats tout à fait intéressants. Alors, au-delà de l'Europe adaptée à l'ère du numérique, on a aussi un objectif dont le titre a été modifié. Alors, vous voyez qu'à l'origine, on avait protégé le mode de vie européen. Alors ça avait suscité des commentaires tout à fait négatifs parce que le Parlement européen notamment a dit « Attendez, protéger le mode de vie européen, ça a un côté repli sur soi, on ne veut pas des étrangers, est-ce que l'Europe est une forteresse, etc. etc. » Alors Madame van der Leyen s'était défendue de cet aspect-là des choses, mais comme dans cet objectif, il y a aussi le pacte sur la migration et l'ensemble de la problématique des réfugiés, on pouvait douter de la pertinence de ce titre. Alors on l'a changé et désormais ça s'appelle promouvoir le mode de vie européen. C'est mieux. Madame van der Leyen disait donc non, l'objectif c'est défendre l'état de droit et les valeurs fondamentales de l'UE. Alors, dans le pacte sur la migration et l'asile, qui pour l'instant est d'une application, on va dire pour le moins problématique, on ne peut pas dire qu'en l'état actuel des choses, la manière dont l'Union européenne gère la problématique migratoire soit à saluer de façon positive. Alors, on essaye évidemment d'améliorer les choses, mais nombre d'États membres freinent absolument sur le sujet. Il y a même des pays qui refusent absolument de recevoir des réfugiés. On y retrouve encore une fois notamment la Hongrie, la Pologne, mais aussi la Slovaquie, mais aussi la République tchèque, la Roumanie. Bon, bref. La perspective, c'est de sortir de ce qu'on appelait le dispositif de Dublin. Donc, si ça ne vous dit rien, le dispositif de Dublin, c'est grosso modo, je suis le pays où arrive le flux des réfugiés, donc je suis un pays en bordure des frontières extérieures, eh bien, je dois m'occuper moi-même de toutes les démarches, d'instruire les dossiers, etc. etc. C'est comme ça, d'ailleurs, que l'Italie a considéré qu'on l'avait carrément laissé tomber toute seule dans ce sujet, à juste titre, qu'on continue d'ailleurs à lui laisser des responsabilités qu'elle ne sait pas porter elle-même, d'où le renforcement dans ce nouveau pacte sur la migration et l'asile de l'ensemble des moyens mutualisés au niveau européen, mais enfin on est loin d'avoir atteint l'objectif, et comme en plus on a une problématique sur Frontex, l'organisme qui gère la protection des frontières extérieures à l'Union, laquelle Frontex est accusée de non-respect des droits de l'homme, voire même de violence. Donc le sujet aujourd'hui est un sujet délicat et d'un traitement qu'on peut qualifier de pas très réussi. Sur Schengen, autrement dit, l'espace dans lequel on a une liberté totale de déplacement des personnes. La nouvelle stratégie de Mme von der Leyen consiste à dire qu'il faut être plus strict. On ne peut pas accepter que, du jour au lendemain, l'Allemagne décide de fermer sa frontière avec l'Autriche parce que le risque sanitaire, etc. Alors, les textes le permettent, mais ce qui est inacceptable, c'est qu'il n'y ait pas de coordination.
Donc, le premier objectif, c'est de faire en sorte qu'aucun État membre n'ait la possibilité de décider tout seul de tel ou tel dispositif contraire à l'esprit de l'espace Schengen. Le parquet européen. Alors ça, c'est un sujet dont on parle très peu et qui vient d'être mis en place, c'est tout récent. Le parquet européen, c'est la possibilité pour lutter contre la fraude, la criminalité et la corruption de mutualiser les moyens au niveau européen. Alors, on n'a pas obtenu un accord total de tous les États membres, on a donc pratiqué la même chose que ce qu'on a fait pour l'euro, c'est-à-dire on s'est entendu à plusieurs. Et en l'occurrence, 22 États sont engagés dans le parquet européen, qui est donc un organisme qui va pouvoir pratiquer des enquêtes et infliger des sanctions dans tout le territoire européen, dans tout le territoire de l'Union européenne, pardon, et le tout sous la houlette de Madame Laura Kövesi, qui est une juriste roumaine qui a eu des succès retentissants dans la lutte contre la corruption dans son pays d'origine. Donc, on peut compter sur elle. Et sur ce dossier, un mot sur un autre truc dont on parle très peu, c'est la loi dite Magnitsky, loi européenne, qui est en quelque sorte du copier-coller de ce qui avait été fait par M. Obama et qui avait consisté à mettre en place un organisme suite à l'assassinat, après torture, de M. Magnitsky par les geôles russes, aux grandes dames d'ailleurs de M. Poutine. Donc ça a permis, quelle que soit la nationalité de ceux qui torturent et de ceux qui assassinent, de pouvoir les juger dans un tribunal national hors du territoire concerné. Et ça va donc être le cas en Europe, et on va pouvoir, par exemple, condamner tel ou tel fonctionnaire, quel que soit son pays d'origine et quel que soit le lieu où ont été commis les atrocités, de instruire et de condamner sur le territoire européen. Voilà pour le mode de vie européen. Et j'en viens, et je vais aller un peu plus rapidement là-dessus parce que le temps presse, une Europe plus forte sur la scène internationale. Alors, vous avez sous les yeux, enfin j'espère, une carte qui est uniquement la carte des accords de libre-échange. Alors, la politique européenne, qui se veut plus forte au niveau international, ne se limite pas évidemment au commerce. Mais je vous ai mis ça pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est le seul domaine dans lequel, en l'état actuel, l'Union européenne la Commission européenne, pardon, dispose d'une faculté fédérale de négociation et de signature des accords commerciaux. Donc, elle n'a pas besoin de l'accord des autres institutions européennes et elle peut toute seule négocier et signer les accords. Alors, évidemment, ensuite, il faut obtenir l'accord des autres instances, mais enfin, les choses sont faites et elles ne peuvent être que validées ou invalidées. Enfin, c'est plus facile d'obtenir des résultats comme ça que quand on est à 36 à négocier et à signer, sans trop savoir qui va signer d'ailleurs. Donc, vous avez ici un certain nombre d'accords signés. Les pays qui sont en jaune sont ceux où les accords sont en vigueur. Les accords en bonne voie, comme le Mercosur par exemple, qui concerne l'Amérique du Sud, et puis les accords, enfin en l'occurrence il n'y en a qu'un, l'accord abandonné de négociation avec les États-Unis. Les accords de libre-échange, ça suscite beaucoup de commentaires, et souvent des commentaires négatifs. Or, un accord de libre-échange, c'est mieux que pas d'accord du tout, parce que là, c'est un peu la jungle. Donc, je prends un autre exemple tout récent.
Alors, ce n'est pas tout à fait un accord de libre-échange, c'est un accord sur les investissements qui vient d'être signé par la Commission européenne avec la Chine. Alors, figurez-vous que cet accord, il consiste à s'entendre pour que les entreprises de l'Union européenne puissent plus facilement investir sur le territoire chinois, tandis qu'on impose aux investissements chinois en Europe un certain nombre de règles que devra respecter la Chine. Alors, ça sera relativement facile à vérifier sur le territoire européen en termes de respect des droits des travailleurs, en termes de protection sociale. En revanche, pour ce qui concerne l'engagement qu'a pris la Chine sur son territoire, notamment vis-à-vis du travail forcé, là, personne ne pourra aller vérifier. Mais en tout cas, c'est une avancée intéressante à souligner qui devrait permettre de modérer un petit peu les ardeurs chinoises, en tout cas d'avoir l'outil qui permet de le faire. Cette Europe plus forte sur la scène internationale, elle passe par une stratégie géopolitique. Et cette stratégie géopolitique, elle s'appuie sur la notion de multilatéralisme. Le multilatéralisme, c'est le contraire du protectionnisme. On s'ouvre au monde entier et on essaye de trouver des accords avec tout le monde. Le multilatéralisme, il doit être fondé sur des règles, dit l'Union européenne, c'est-à-dire on négocie, on acte des choses et on les respecte. Cette politique, elle est aussi fondée sur la politique de voisinage. Alors, je crois que j'avais eu l'occasion d'en parler dans une précédente conférence, mais en tout cas, je vous rappelle que la politique de voisinage, comme son nom l'indique, consiste à ce que l'Union européenne, avec tous ses voisins, y compris les voisins au-delà de la Méditerranée, y compris la Russie, qui est quasi voisine. En tout cas, il y a l'Ukraine, il y a la Biélorussie, mais la Biélorussie, pour le moment, c'est un peu compliqué. On s'entend, on signe des accords, et en tout cas, on a des relations privilégiées d'assistance mutuelle en quelque sorte. Figurez-vous d'ailleurs qu'il y a un accord de coopération et de partenariat avec la Russie, en vigueur depuis 1997, et vous savez qu'on en voit les effets positifs tous les jours. Voilà. Sur cette Europe plus forte, soulignons aussi que l'Union européenne est le premier pourvoyeur mondial d'aide humanitaire. C'est l'Union européenne, malgré son budget, encore une fois, restreint à 1% des ressources dans l'ensemble des États membres, qui pourvoit le plus à l'aide humanitaire dans le monde. Et puis, dernier petit point à souligner, la protection consulaire. C'est tout simplement la possibilité offerte à tous les citoyens européens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde, de pouvoir être soutenus par une ambassade ou un consulat de l'un quelconque des États membres de l'Union européenne. Voilà, chers amis, et nous pouvons passer au dernier point qui s'appelle un nouvel élan pour la démocratie européenne. Alors c'est presque poétique. De quoi s'agit-il? Premier point, pour la première fois, en septembre dernier, Madame von der Leyen a fait un rapport qui va désormais être annuel, un rapport sur l'état de droit. Et cet état de droit lui a donné l'occasion de dire qu'il y a un certain nombre de pays, suivez mon regard, qui ne respectent pas l'état de droit, alors que ça fait partie intégrante des valeurs de l'Union européenne. Et pour concrétiser le propos, on a retenu quatre critères. Bon, je vais vous les lire, ce sera plus simple. Le système judiciaire, les mécanismes de lutte contre la corruption, l'équilibre des pouvoirs dans les institutions et la liberté de la presse et le pluralisme. Donc, ces quatre critères feront l'objet chaque année d'un examen de la réalité dans les États membres.
Et en cas de non-respect de ces 4 critères, eh bien, il y aura des sanctions, à commencer par les sanctions qui sont déjà intégrées dans le plan de relance, c'est-à-dire privation des subventions, et par ailleurs, la possibilité d'aller jusqu'au bout de l'article 7 du traité de l'Union européenne, c'est-à-dire l'exclusion d'un État membre qui serait carrément dans une dérive par rapport à l'État de droit. Alors, aujourd'hui, on est incapable de le faire parce qu'il n'y a pas les outils. Mais l'annonce qui est faite avec la référence à des critères objectifs, ça devrait quand même faire un petit peu avancer le sujet. Et donc, corollaire du rapport annuel, un plan d'action pour la démocratie européenne. Ce plan d'action, je ne le développe pas, mais retenez qu'il s'agit de renforcer tout ce qui, de près ou de loin, rend plus fragile la démocratie européenne, c'est-à-dire la lutte contre la désinformation, une information plus concrète et plus précise dans les médias européens. En France, il y a beaucoup de travail à faire. Parce que figurez-vous qu'en dehors de Arte, petite parenthèse, je vous conseille de laisser tomber TF1, France 2 et compagnie, et de prendre les informations télévisées plutôt sur Arte à 19h45. On vous y parlera d'autre chose que les chiens écrasés et de l'actualité franco-française. Je referme ma parenthèse. Et je termine sur ce qu'on appelle la conférence sur l'avenir de l'Europe. Alors, la conférence sur l'avenir de l'Europe, ce n'est pas conférence au sens du propos que je suis en train de vous tenir. C'est la conférence au sens de rassemblement de toutes les opinions pour savoir quelles sont les réformes à mener pour rendre l'Europe plus démocratique, plus forte, plus visible, et surtout une Europe dans laquelle les citoyens européens s'impliquent vraiment. Ça va démarrer au mois de mai, ça devrait durer 2 ans. C'est ouvert, y compris à l'ensemble des citoyens de l'Union européenne, qui pourront, par la voie d'Internet, j'imagine, donner leur opinion. Et on a 3 axes de travail qui sont envisagés. Ce qu'on appelle l'intégration différentielle, c'est-à-dire faire ce qu'on a fait pour l'euro ou ce qu'on vient de faire pour le parquet européen, c'est-à-dire que puisque tout le monde n'est pas d'accord, eh ben on y va à quelques-uns. Et ensuite, les autres, eh ben, ils suivront s'ils veulent. On a vu que pour la coordination, ce n'est pas le meilleur outil. Ou alors la révision des traités. Alors, il y a des États membres qui sont plutôt réticents, puisque pour l'instant, ça suppose l'unanimité. Difficile d'avancer de façon unanime sur un sujet aussi lourd que la révision des traités. Ou alors la réforme institutionnelle, c'est-à-dire on réforme l'une ou plusieurs des institutions telles qu'elles existent aujourd'hui, mais ça ne peut se faire qu'à la marge si on ne touche pas les traités. Et enfin, je voudrais terminer sur des notes très concrètes de l'actualité européenne. Figurez-vous que la présidence du Conseil de l'Union européenne que vient de prendre le Portugal va donner lieu à un sommet à Porto qui devrait se tenir au mois de mai et qui va remettre sur le tapis ce qu'on appelle le socle social de l'Union européenne, qui est pour l'instant constitué de textes qui ne sont pas d'application obligatoire, mais qui reposent sur le volontariat. Volontariat des entreprises sur la protection des travailleurs, sur les statuts des travailleurs. Et on sait bien que le volontariat, ça ne donne pas forcément les résultats qu'on attend. Donc, le sommet devrait faire avancer les choses aussi dans ce domaine et rendre les choses un petit peu plus obligatoires. À propos de rendre les choses obligatoires, un deuxième sujet très récent, c'est celui que vient d'adopter le Parlement européen le 27 janvier 2021 en proposant une loi sur ce qu'on appelle le devoir de vigilance des multinationales.
Ça s'inspire d'une démarche française qui a déjà été faite et qui consiste à rendre les multinationales responsables non seulement de leur propre périmètre, mais également de celui de leurs sous-traitants. Tout ça pour éviter que je suis propre sur moi, j'ai une allure tout à fait convenable, je respecte tout un tas de critères en termes humanitaires pour mes salariés, mais en revanche, je ne m'occupe absolument pas de savoir si dans mes sous-traitants, il n'y a pas n'importe quoi, du travail forcé, voire de l'esclavage. Eh bien, ce projet de loi rendra responsables les multinationales de l'ensemble de leurs activités, y compris de la sous-traitance. Et je termine sur un projet de directive annoncé par Madame von der Leyen. Là aussi, c'est tout récent, ça date du 4 mars, consistant à mettre fin à l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, avec un texte contraignant pour que sur l'ensemble du territoire européen, on arrive à l'objectif réel d'égalité femmes-hommes à une échéance convenable. Voilà, avant d'en terminer, je ne sais pas si j'ai pu vous démontrer que non seulement l'Union européenne n'est pas affaiblie, mais qu'elle est plutôt dans un état de travail intense. Je crois que l'actuelle Commission fait un travail remarquable. Est-ce parce qu'il y a une femme à sa tête? C'est probable, j'en suis à peu près convaincu. Donc, nous sommes en pleine crise sanitaire, il y a des conséquences redoutables, il y a des tas de gens dans la difficulté, mais il me semble que les outils dont se dote l'Union européenne devraient pouvoir qu'on s'en sorte le moins mal possible. Merci de votre attention. Merci pour cet exposé et ces rappels fort intéressants sur l'Europe. S'il y a des questions, n'hésitez pas, vous avez à l'écran des boutons qui vous permettent de converser ou de poser des questions-réponses et réponses auxquelles on pourra s'attacher. Je vais simplement éventuellement poser une première question. Une question, une réflexion, c'est-à-dire que dont on pourrait tirer des conséquences pour l'Europe. Dans cette pandémie, c'est la course au vaccin et nombre de pays ont su développer des vaccins, dont en tête les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, Cuba, et j'en passe certainement. On annonce un prochain vaccin européen, allemand plus exactement, à venir prochainement. Donc, l'Europe a été très absente dans cette course à la production, à la recherche et au développement des vaccins. Je pense qu'on pourrait, pour l'avenir, essayer de tirer des conclusions et surtout rechercher de la performance dans ce domaine. Je ne sais pas si c'est lié à la recherche, à la politique de recherche, je ne sais pas. Voilà, première réflexion. Alors, il y a tout un tas de, comment dirais-je, d'amalgames qui sont faits sur le sujet. D'abord, les vaccins actuels sont pour l'essentiel des vaccins qui ont été conçus pour tout ou partie en Europe. Pfizer, c'est pas américain, c'est américano-allemand. AstraZeneca, c'est européen. En tout cas, l'Union européenne a non seulement investi sur les vaccins, mais a financé la recherche dans ce domaine. Alors, les résultats, ils ne sont pas visibles à l'œil nu parce qu'on a pris du retard, parce qu'il y a des zones carrément blanches, dont la France, hélas, puisque l'Institut Pasteur, Sanofi ne sont pas vraiment au rendez-vous. Et le rôle de M. Breton, c'est précisément de remettre tout ça d'aplomb pour que l'Europe ne soit pas
en dehors des rendez-vous. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de vaccin en Europe. Il y a des usines présentes en Europe, Américaine. notamment en Allemagne, et j'en viens à la solidarité allemande. Je salue encore une fois l'Allemagne, qui aurait parfaitement pu se cantonner à son territoire, et là, elle aurait vacciné, au jour d'aujourd'hui, elle aurait vacciné tout le monde. Mais ce n'est pas le choix qu'elle a fait. Et je pense que la solidarité, ça fait prendre du retard, mais ça me paraît être une démarche préférable à celle qui est, par exemple, engagée par Israël. Alors Israël, très bien. Israël dit « j'ai vacciné la quasi-totalité de ma population ». Pas forcément d'ailleurs tous les citoyens et pas forcément les territoires occupés. Le Royaume-Uni dit « j'ai beaucoup d'avance sur l'Europe ». Oui, mais je l'ai déjà dit, je le répète, ce n'est pas dans une démarche solidaire. Et encore une fois, je répète ce qu'a dit Madame von der Leyen, l'Europe ne sera à l'abri que si le monde entier est à l'abri. Et pour être à l'abri, eh ben, il faut faire en sorte de s'inscrire dans une démarche gérée par l'OMS, à laquelle Trump a fait un mal épouvantable, parce que du coup, il reste des traces de ce qu'il avait dit à propos de la corruption au sein de l'OMS, de la bureaucratie, etc., etc. Or, le sort de la planète en termes de pandémie, il passe d'abord par l'OMS. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Nous avons une question. Oui. En matière de positionnement volontariste de l'UE sur la scène internationale, où en est l'Europe de la défense, dont on dit souvent qu'elle n'est pas au mieux de sa forme? Oui, alors ça c'est une question intéressante parce que non seulement l'Europe de la défense n'est pas au mieux de sa forme, mais elle n'existe pas. C'est très simple. Il n'y a pas d'Europe de la défense. Les deux seuls pays en Europe dotés d'une armée à peu près opérationnelle, c'est la France et le Royaume-Uni. Alors le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. Alors on garde avec le Royaume-Uni un certain nombre de relations bilatérales, mais désormais, la seule armée opérationnelle en Union européenne, c'est la France. Et la France est seule, parce qu'il n'y a aucune perspective d'entente qui suppose là aussi l'unanimité pour constituer quelque chose en termes de défense. Et puis, il y a une divergence. On a vu que pour que l'Europe avance, il faut d'abord une entente franco-allemande. Sur la défense, il n'y a pas d'entente franco-allemande. Pour l'instant, l'Allemagne reste uniquement dans un raisonnement au niveau de l'OTAN. Rappelez-vous, quand le président Macron a dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale, Madame Merkel a bondi de son siège pour dire que ce n'était pas bien de dire ça. Et en tout cas, aucun pays européen, dans le cadre de la défense, n'est en capacité de faire une démarche qui consisterait à aller vers une armée européenne. Et pour l'instant, le sujet n'est pas à l'ordre du jour. Merci. Une autre question. Est-ce que l'orthodoxie financière de l'Europe avant Covid n'a pas été un frein pour la préparation de l'avenir? Alors, je ne sais pas bien ce que c'est que l'orthodoxie de l'Union européenne, si c'est les précautions prises pour veiller à ce que les fonds soient distribués convenablement. Je ne vois pas que ça mérite des critiques. Je ne sais pas bien ce que veut dire cette question. S'agit-il des 3% de... Ah, d'accord. Ah oui, non, ça, c'est les critères que devaient respecter les États membres de 3% de déficit, critères qui ont totalement disparu
et qui ne sont pas prêts de revenir à l'ordre du jour, puisqu'on est maintenant dans une démarche que M. Macron a qualifiée de quoi que ça coûte. Donc, on est dans une démarche qui n'a plus aucune orthodoxie jusqu'à ce qu'après la pandémie, on réexamine les choses. Et aujourd'hui, le seul débat dans ce domaine, c'est celui de savoir s'il faut rembourser la dette ou pas, avec les économistes qui s'étripent pour dire des choses contradictoires. Donc, se faire une opinion dans ce domaine, c'est très difficile. Mais en tout cas, il n'y a plus d'orthodoxie financière, y compris de la part de l'Allemagne, ce qui est une avancée extraordinaire. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions tout de suite apparaître. Je vais rapidement rappeler nos prochains rendez-vous. Donc aujourd'hui à 17 h, nous avons le salon littéraire de Roland Sellette, la petite émission, on va dire, le petit rendez-vous quasi quotidien qui dure 20 minutes à l'heure du thé. Et puis lundi est consacré au concert Quatuor pour la fin du temps de Olivier Messiaen. Alors, nous ne le retransmettrons pas sur YouTube, nous ne le retransmettrons pas sur Zoom, vu la mauvaise qualité. On a pu le voir la semaine dernière, lundi dernier, pour la conférence de Béatrice Berne. Nous vous ferons parvenir un lien qui vous permettra sur YouTube de revoir la conférence de Béatrice Berne sur les clés d'écoute de ce concert, puis un deuxième lien qui vous permettra d'entendre le Quatuor pour la fin du temps de Olivier Messiaen. Cette mise à disposition sera temporaire. Les auteurs, les musiciens ne souhaitent pas que leur prestation reste en grande diffusion sur YouTube, donc nous la laisserons. Vous l'enverrons donc dimanche et vous l'aurez jusqu'à lundi. Vous aurez jusqu'à lundi pour la consulter. Voilà. Mardi, nous aurons l'Empire romain, force et faiblesse de Gilles Gavel. C'est sur l'Antiquité. Et mais je ne vois pas d'autres questions. Donc, je voudrais remercier fortement Maurice Silverberg pour ce rendez-vous. Et puis, vous remercier, mesdames et messieurs, d'être venus nombreux à cette écoute. À bientôt, chers amis. Au revoir.